Si vous avez déjà ressenti qu'un endroit vous observait, qu'une présence invisible vous repoussait, alors vous comprendrez ce que nous avons vécu dans cette ferme. Ce n'est pas une histoire que j'aime raconter, mais certaines choses, aussi fort qu'on veuille les oublier, nous poursuivent. Mon père, Laurent, avait toujours rêvé de posséder sa propre ferme. Il parlait avec nostalgie de son enfance à la campagne, des matins imprégnés de l'odeur de la terre humide, de cette sérénité que, selon lui, seule la vie rurale pouvait offrir. Pour lui, acheter une ferme n'était pas juste un rêve accompli, c'était un retour à ses racines. Après des années d'économie, il a trouvé une opportunité qui semblait tomber du ciel. Un immense terrain avec une maison encore debout et des animaux abandonnés par les anciens propriétaires. Mais ce qui l'a vraiment convaincu, c'était le prix, incroyablement bas. « C'est ma chance », a-t-il dit avec une excitation que je n'avais pas vue chez lui depuis longtemps. Je ne partageais pas son enthousiasme. Quelque chose dans cette offre me dérangeait. Pourquoi un endroit aussi vaste était-il vendu pour presque rien ? Dans son euphorie, mon père a ignoré les avertissements des habitants du village lorsqu'il a posé des questions sur la ferme. Il n'obtenait que des réponses évasives, des regards mal à l'aise. « Ce n'est pas un bon endroit », disaient certains. « Personne n'y reste longtemps », murmuraient d'autres. Mais il n'y a pas prêté attention. Quelques jours plus tard, il a signé les papiers et nous avons emménagé. Les premiers jours ont été calmes, même si la maison dégageait une atmosphère étrange. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Elle n'était pas délabrée au point d'être inhabitable, mais elle semblait vide d'une manière anormale, comme si toute vie en avait été arrachée. J'ai essayé de ne pas y prêter attention. Mon père était heureux et c'était tout ce qui comptait. La première semaine s'est écoulée sans incident, mais le 7e jour, tout a changé. Cette nuit-là, l'air dans ma chambre est devenu lourd, saturé d'une odeur écœurante, une puanteur indescriptible, un mélange de viande avariée, d'humidité et de quelque chose d'encore plus insupportable, quelque chose qui retournait l'estomac. Je me suis réveillé en sueur, oppressé. J'ai pensé que cela venait de dehors, alors je me suis approché de la fenêtre pour la fermer. C'est là que je l'ai vue. Au loin, juste à la limite du terrain, une silhouette se mouvait dans l'obscurité. Sa forme était indistincte, mais ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, jaunes comme des braises incandescentes flottant dans la nuit. Je suis resté figé. Ce n'était pas humain. C'était un chien, ou quelque chose qui lui ressemblait. Nous nous sommes regardés dans un silence glaçant. Le temps semblait s'être arrêté. Une force invisible me poussait à détourner le regard, comme si je ne devais pas le fixer. Et quand j'ai finalement cligné des yeux, il avait disparu. Ce fut le premier signe que nous n'étions pas seuls dans cette ferme. Dès cette nuit, quelque chose en moi me criait de rester sur mes gardes. Ce n'était pas juste la maison, c'était l'atmosphère. Cette sensation oppressante de ne pas être à notre place devenait de plus en plus évidente. Mais le pire, c'était que mon père ne semblait rien remarquer. « Tu dois juste t'habituer. La ville et la campagne sont deux mondes différents », me disait-il chaque fois que je mentionnais ce sentiment étrange. Mais ce n'était pas juste ça. Il y avait quelque chose qui clochait dans cet endroit. Les nuits sont devenues troublantes. Parfois, en marchant dans la maison alors que tout le monde dormait, j'avais l'impression d'être suivi. Le parquet grinçait sous mes pas, mais dès que je m'arrêtais, le bruit cessait aussi. L'air à l'intérieur de la maison était lourd, pesant. Il y avait une présence, j'en étais sûr. Mais rien de tout cela ne se comparait à ce qui s'est produit quelques jours plus tard. Il était presque 3 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Dehors, le vent soufflait avec une rage inexplicable, secouant violemment les branches des arbres. Assis sur mon lit, je l'ai ressenti à nouveau, cette odeur. La même puanteur putride que la première nuit, mais cette fois encore plus intense. Ma gorge me brûlait comme si j'inhalais un poison invisible. Je me suis levé précipitamment et me suis dirigé vers la fenêtre. L'air extérieur était glacial.
et c'est là que je l'ai revu. Au bout du terrain, le même chien aux yeux brillants m'observait. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, dissimulée dans les hautes herbes, une silhouette immense se dessinait. Une forme déformée, courbée sur elle-même comme si son propre corps était incapable de la soutenir. Je ne distinguais pas son visage, mais j'avais la certitude qu'elle me fixait. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Quelque chose de terrifiant se déroulait ici. Cette fois, j'en étais sûr. Je me suis éloigné de la fenêtre. Tout mon être me hurlait de ne plus regarder. Je me suis enfoncé sous mes couvertures, cachant mon visage comme un enfant effrayé, priant pour que ce ne soit qu'un cauchemar. Mais ce n'en était pas un. L'odeur persistait. Et avant que je ne sombre dans le sommeil, j'ai entendu quelque chose, un murmure, un souffle rauque, grave, qui provenait de l'extérieur de ma chambre. Je n'ai pas compris les mots, mais le son m'a fait frissonner. Je ne rêvais pas. Le lendemain matin, je n'ai rien dit. J'ai observé mon père, cherchant un signe qu'il avait lui aussi ressenti quelque chose. Mais son expression était la même. Il n'avait rien remarqué. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Cet après-midi-là, un camarade de classe, Hugo, est venu me parler. Son visage affichait une inquiétude sincère. « Ne me dis pas que tu habites dans la ferme sur la colline !» Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon silence a suffi à confirmer ses soupçons. Hugo a pris une profonde inspiration et m'a regardé avec gravité. « Écoute-moi bien, ne reste pas là-bas, ne dors pas dans cette maison. Il y a quelque chose à cet endroit, et ce qui s'y trouve ne veut pas de vous. » Ces paroles sont restées gravées dans mon esprit toute la journée. Ne dors pas dans cette maison. Son ton n'avait rien d'une plaisanterie ou d'une exagération. C'était un véritable avertissement. Quand les cours ont pris fin, il m'a retenu avant que je ne parte. « Écoute, je sais que tu ne me croiras pas, mais écoute-moi. Cette ferme n'est pas un endroit ordinaire. Il y a longtemps, elle appartenait à un homme, Louis, qui vivait seul et s'accrochait à ses terres comme si sa vie en dépendait. » J'ai froncé les sourcils. « Et qu'est-il devenu ?» Hugo a croisé les bras et baissé la voix, comme s'il ne voulait pas être entendu. « Des hommes ont essayé de le chasser. On dit que c'était des criminels qui voulaient s'approprier ses terres. Ils l'ont menacé, lui ont laissé un ultimatum. Mais il n'avait aucune intention de partir. Il a prévenu la police, cherché de l'aide auprès du village, mais personne n'a rien fait. Un frisson m'a parcouru. Cette histoire me semblait étrangement familière. Quand le délai a expiré et que ces types sont revenus pour le forcer à partir, ils ne l'ont plus trouvé. Il s'était volatilisé. Au début, ils ont cru qu'il s'était résigné et était parti de son propre gré, mais son plus proche ami n'y a jamais cru. Il est allé le chercher et ce qu'il a trouvé, c'était juste sa peau. Je suis resté pétrifié. Comment ça, seulement sa peau ? Hugo déglutit avec difficulté. Exactement ça. Ils l'ont retrouvé accroché à la porte de sa propre maison, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait arraché de son corps. Mon souffle s'accéléra. Mon père avait-il vraiment acheté un endroit avec une telle histoire ? Le plus étrange, c'est ce qui s'est passé ensuite, poursuivit Hugo. Les hommes qui voulaient s'approprier sa terre n'ont jamais pu en profiter. L'un après l'autre, ils sont morts dans des circonstances atroces. 3 d'entre eux ont été retrouvés avec le visage complètement déformé, figés dans une expression de terreur absolue, comme s'ils avaient vu l'enfer avant de mourir. Quant aux 2 autres, ils ont simplement disparu. Et leur chef, Hugo inspira profondément. Ils l'ont retrouvé errant seul sur un chemin poussiéreux, couvert de sang, marmonnant des paroles incohérentes. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, il a seulement pu dire « Il est venu nous chercher ». Et quand on lui a demandé qui, il répétait sans cesse « Le diable ». Un frisson me parcourut l'échine. Depuis ce jour, personne n'a osé vivre longtemps dans cette ferme. Tous ceux qui ont essayé ont fini par fuir. Certains disent que la voix de Louis résonne encore là-bas, qu'il est toujours là, protégeant sa terre, attendant. Je n'avais pas envie d'en entendre davantage.
Je fis mes adieux rapidement et rentrai chez moi. Mais désormais, je ne pouvais plus voir cette ferme de la même manière. En arrivant, je trouvais mon père dehors, observant la propriété avec une satisfaction évidente. « Tout cela nous appartiendra pour des générations, fils », dit-il en souriant. Moi, je n'avais qu'une envie, partir. Après avoir entendu l'histoire d'Hugo, chaque recoin du domaine semblait différent. Les ombres paraissaient plus sombres, le vent plus lourd, le silence plus oppressant. J'essayais de me comporter normalement, mais au fond de moi, une voix hurlait que nous devions fuir. Ce soir-là, mon père décida d'aller en ville acheter des provisions. Je restais seul à la maison. L'idée ne me plaisait pas, mais je ne voulais pas paraître paranoïaque. À peine 10 minutes après son départ, je l'entendis. Des pas. Mais ils ne venaient pas de l'intérieur de la maison. Ils étaient dehors, juste devant l'entrée. Mon cœur battant à tout rompre, j'avançai lentement vers la porte. Il n'y avait personne. Mais au sol, juste devant l'entrée, il y avait une paire de vieilles bottes en cuir. Je restai pétrifié. Elles n'appartenaient pas à mon père. Je ne les avais jamais vues auparavant. Elles semblaient usées, couvertes de poussière, et la semelle était tachée de marques sombres. Sous la lumière tamisée de l'après-midi, elles avaient un étrange reflet rougeâtre. Quelque chose au fond de moi me criait de ne pas les toucher, mais ma curiosité fut plus forte. Je me penchai pour les examiner de plus près. Elles ne semblaient pas avoir été oubliées là. On les avait placées volontairement devant la porte, comme un avertissement. Je me redressai brusquement, scrutant les environs. Il n'y avait personne dans les alentours, juste le vent soufflant avec un murmure étrange, presque comme des mots incompréhensibles. Je pris une grande inspiration et rentrai précipitamment à l'intérieur. Je laissai les bottes là. Mon père devait les voir. Les minutes s'étirèrent interminablement. Chaque bruit me faisait sursauter. Puis, l'impensable se produisit. Depuis le couloir, juste au coin du mur, j'entendis des pas. Cette fois, ils étaient à l'intérieur de la maison. Un bruit lent, pesant, traînant. Quelqu'un ou quelque chose avançait dans ma direction. Ma gorge se serra. Mon corps entier se tendit, chaque nerf à vif, tandis qu'une seule pensée m'envahissait, ne pas tourner la tête. Mais je le fis. Je jetai un coup d'œil vers le couloir. Il était vide, le silence régnait, mais je savais que je n'étais pas seul. Un bruit sourd retentit contre la porte d'entrée. Je sursautai. Tremblant, j'ouvris la porte, m'attendant à... je ne savais même pas quoi. Les bottes avaient disparu. Mon père rentra une demi-heure plus tard. Quand je lui racontai ce qui s'était passé, il ne me crut pas. Nous fîmes le tour de la maison, mais il n'y avait aucune trace, ni des bottes, ni de qui que ce soit. J'essayais de me convaincre que j'avais peut-être imaginé tout ça. Mais alors, pourquoi cette peur restait-elle ancrée en moi? Et le pire, c'est que ce n'était que le début. Cette nuit-là, la ferme était plus froide que jamais. Comme toujours, mon père alla se coucher tôt. Moi, en revanche, je ne parvenais pas à fermer l'œil. Quelque chose au fond de moi me murmurait de ne surtout pas dormir. Le réveil sur ma table de chevet indiquait 2h37 du matin quand je l'entendis. Des pas. Cette fois, ils ne venaient pas de l'extérieur. Ils étaient dans la maison. Mon souffle se bloqua. Immobile, j'écoutais les bruits de pieds nus effleurant le parquet du couloir. Lent, lourd, comme si quelque chose explorait chaque recoin de la maison avec une assurance terrifiante. La panique s'empara de moi. Je voulus croire que c'était mon père, se levant pour boire de l'eau, mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas ses pas. Je me glissai hors du lit, silencieusement, et avançai vers la porte de ma chambre. Je l'entr'ouvris légèrement, juste assez pour voir le couloir. Tout mon corps se figea. Là, à quelques mètres à peine, une silhouette se tenait dans l'ombre, grande, démesurément mince, avec des bras pendants d'une manière anormale. Je ne distinguais pas son visage, mais je savais qu'elle me regardait. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Puis, elle fit un pas vers moi. Le grincement du plancher me fit frissonner. Un autre pas. Chaque fibre de mon être me hurlait de fermer la porte, de fuir, mais je ne pouvais pas bouger. L'air du couloir devint lourd,
Et cette odeur, la même puanteur de pourriture que les autres nuits. Mais cette fois, elle était dans la maison. L'ombre s'avança encore. Elle n'était plus qu'à quelques pas. Je ne sais pas d'où j'ai trouvé la force, mais j'ai agi. Je claquai la porte et me jetai contre elle, retenant mon souffle. Silence. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis, je l'entendis. Un murmure rauque, grave, juste derrière la porte. Les mots étaient indistincts, mais le son n'avait rien d'humain. Je me réfugiai sous mes couvertures, fermant les yeux avec force. Je n'avais pas d'autre choix. Je ne sais pas combien de temps s'écoula, mais à un moment donné, tout redevint silencieux. Au lever du jour, j'ouvris enfin la porte. Le couloir était vide. Rien ne semblait anormal, mais l'air portait encore cette odeur de moisi et de mort. Je descendis à la cuisine, tremblant. Mon père était déjà là, buvant son café comme si de rien n'était. « Bien dormi ?» demanda-t-il, d'un ton détaché. J'essayai de répondre, mais aucun mot ne sortit. Je savais que ce que j'avais vu n'était pas un rêve, mais je n'étais pas encore prêt à accepter la vérité. Nous n'étions pas seuls dans cette ferme. Et le pire restait encore à venir. Les jours passaient, mais je ne parvenais plus à être en paix dans cet endroit. Chaque ombre me paraissait suspecte. Chaque bruit nocturne me maintenait en alerte. Mais ce qui me troublait le plus, c'était que mon père continuait d'agir comme si tout allait bien, jusqu'à ce qu'il en fasse lui-même l'expérience. Ce jour-là, le ciel était couvert, l'atmosphère était étrangement pesante, comme si l'orage qui approchait n'était pas seulement météorologique. Mon père passa l'après-midi dans la grange, à ranger ses outils et à organiser quelques affaires. Depuis la maison, je l'observais et je remarquais qu'il semblait parler tout seul. Je m'approchai et l'appelai. « Tu as dit quelque chose ?» Il se retourna brusquement, l'air surpris. « Non, je pensais que tu étais là. » Je secouai la tête. « Tu es seul ici ?» Son expression changea un instant. Quelque chose dans ses yeux trahissait un doute. Mais il secoua la tête et reprit son travail. Je m'éloignai de la grange, mais je continuais à l'observer à distance. Il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement. Puis, cela arriva. Depuis la maison, je le vis se figer complètement. Puis, lentement, il tourna la tête vers la porte de la grange. Je ne pouvais pas voir ce qu'il regardait, mais son corps entier se tendit. Quelque chose était là. Un frisson me parcourut l'échine lorsque je le vis faire un pas en arrière, comme s'il s'apprêtait à fuir. Et soudain, il se mit à courir vers la maison. Je restais pétrifié une seconde avant de réagir. Je me précipitai pour lui ouvrir la porte. Je pouvais entendre son souffle saccadé, presque paniqué. Lorsqu'il entra enfin, il referma violemment la porte derrière lui et s'y adossa, les yeux écarquillés. Je ne l'avais jamais vu ainsi. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je, bien que je pressentais que la réponse ne me plairait pas. Mon père garda le silence. Il passa une main sur son visage, puis, après un long moment, murmura « Ce chien !» Mon sang se glaça. Je l'ai vu, il était devant la grange. Il me regardait fixement, immobile. Un silence oppressant s'abattit sur la maison. Je lui ai crié de partir, je lui ai jeté des pierres, il n'a pas réagi. Il me regarda avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. De la peur. Quand j'ai tourné les talons pour rentrer, je l'ai entendu courir vers moi. Je n'ai pas osé me retourner. Mais sa voix baissa encore plus, comme s'il peinait à prononcer les mots suivants. Il y avait autre chose. Mon souffle devint irrégulier. Ce n'était pas seulement le chien, j'ai entendu une voix. Mes mains se crispèrent. Elle disait « Laisse-moi entrer ». Le frisson qui me parcourut fut plus intense que tout ce que j'avais ressenti jusque-là. Parce que, pour la première fois depuis notre arrivée dans cette ferme, mon père avait peur. Et sa peur confirmait ce que je savais déjà. Nous n'étions pas seuls. Et quoi que ce soit qui habitait cet endroit, cela nous traquait. Après cette nuit, mon père ne put plus prétendre que tout allait bien. Quelque chose nous hantait dans cette ferme.
Le lendemain matin, sans dire un mot, il monta dans son pick-up et se rendit au village. Il revint quelques heures plus tard avec un prêtre. C'était un homme âgé, au regard sévère et à la voix grave. Il ne posa aucune question. Il entra dans la maison, sortit une fiole d'eau bénite et aspergea chaque pièce, tout en murmurant des prières. L'air était électrique, pesant, comme si la ferme elle-même rejetait cette purification. Lorsqu'il eut terminé, il resta silencieux un instant, fixant le couloir qui menait aux chambres. Cet endroit ne veut pas de vous ici. Mon père le regarda, perplexe. Vous pouvez faire quelque chose. Le prêtre serra les lèvres. La bénédiction aidera, mais elle ne vous protégera pas éternellement. Avant de partir, il nous laissa un chapelet et nous recommanda de prier chaque nuit. Cette même nuit, tout bascula. Il était presque 11 heures. Mon père et moi nous apprêtions à dormir. Dehors, le vent soufflait violemment. La maison craquait sous les bourrasques, comme si ses murs protestaient. Et c'est là que je l'ai vu. Dans la cour, quelque chose recouvrait le sol. Je pris ma lampe torche et mon estomac se retourna. Des dents. Des centaines de dents humaines et animales éparpillées partout sur la propriété. Je hurlais en appelant mon père. Lorsqu'il vit la même chose, il resta sans voix. Nous nous précipitâmes vers la porte, mais juste avant de sortir, les dents avaient disparu. Il n'y avait plus rien, seulement la terre sèche et le vent habituel. Mon père passa une main tremblante sur son front. Je ne pouvais plus parler. Mon esprit ne comprenait pas ce que nous venions de voir. Nous restâmes immobiles, figés dans un silence terrifiant. Puis, nous l'entendîmes. Un murmure, juste derrière nous. Vous ne pouvez pas partir. Nous nous retournâmes immédiatement. Il n'y avait personne, mais cette présence était toujours là. Cette chose ne nous laisserait pas partir facilement. Depuis cette nuit, plus rien ne semblait normal. L'atmosphère dans la maison était oppressante. Peu importe la clarté du jour, la ferme restait plongée dans une obscurité invisible, comme si quelque chose d'invisible l'enveloppait. Mais le pire restait encore à venir. Mon père avait cessé d'en parler. Il ne mentionnait plus la grange, ni le chien, ni les dents. Mais je remarquais quelque chose en lui. Il ne dormait plus correctement. Chaque matin, je le trouvais les yeux rouges, le visage marqué par la fatigue, comme s'il avait passé la nuit entière à lutter contre le sommeil, jusqu'à ce qu'une nuit, enfin, il rompe le silence. Quelqu'un me regarde par la fenêtre. Un frisson me parcourut. Quoi? Mon père déglutit avec peine. Chaque nuit, quand j'essaie de dormir, je le vois. Il est là, debout, en train de m'observer. Qui? Mon père ne répondit pas immédiatement. Son regard resta fixé sur la table, comme s'il avait peur de prononcer les mots à voix haute. Un homme, il porte un foulard sur la tête. Sa voix trembla. Et il lui manque un œil. J'eus l'impression que l'air manquait autour de moi. Louis. Je ne voulais pas poser la question. Je ne voulais pas confirmer ce que je redoutais. Mais l'expression de mon père disait tout. C'était lui. Prenant mon courage à deux mains, je me dirigeais vers sa chambre. Je m'approchais de la fenêtre et regardais dehors. Il n'y avait rien. Mais le sol portait des traces, des empreintes profondes, comme si quelqu'un était resté là, immobile, pendant des heures. Cette nuit-là, mon père dormit dans le salon. Mais cela n'empêcha pas l'homme sans œil de continuer à l'observer. Et maintenant, moi aussi je pouvais le sentir. Il ne voulait pas de nous ici. Et chaque nuit, il le faisait comprendre un peu plus. À ce stade, il n'y avait plus de doute. La ferme nous rejetait. Mais quelque chose en moi me disait que nous ne pouvions pas simplement partir. Il ne nous laisserait pas. Cette nuit-là, mon père et moi avons décidé de dormir ensemble dans le salon. Nous n'avons pas parlé de l'homme à la fenêtre, ni du chien, ni de rien. Nous voulions juste tenir jusqu'à l'aube. Mais à 3h12 du matin, tout s'effondra. Un bruit sourd fit trembler la maison. Mon père et moi nous levâmes immédiatement. Quelque chose frappait à la porte. Les vitres vibrèrent. Un autre coup.
Le son résonna dans toute la maison, comme si quelqu'un essayait de forcer l'entrée avec rage. Puis, des pas, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. Le parquet grinça sous un poids invisible. Un murmure s'éleva, bas, rauque, inhumain. « Vous ne pouvez pas encore partir. » Mon cœur battait si fort que j'eus peur de perdre connaissance. Mon père attrapa son fusil. Il s'approcha de la porte et l'ouvrit d'un coup sec. Il n'y avait personne, mais le sol était marqué, des empreintes immenses, avec 3 doigts et des griffes profondes. Elles commençaient au seuil et disparaissaient au milieu du chemin. Elles ne fuyaient pas, elles s'effaçaient simplement. Mon père referma la porte sans dire un mot. Son visage était livide, plus pâle que jamais. Il n'y avait plus d'option. Nous partirions à l'aube. L'aube mit une éternité à arriver. Mon père et moi restâmes silencieux, assis dans le salon, son fusil chargé entre ses mains. Nos yeux fixèrent la porte, attendant un autre coup, une autre voix, une autre preuve qu'il ne nous laisserait pas partir. Mais rien ne se produisit. Lorsque les premiers rayons du soleil illuminèrent la ferme, mon père se leva sans un mot. « Prépare tes affaires », dit-il d'une voix éteinte. « On s'en va maintenant. » Je ne réfléchis pas une seconde de plus. Nous ne prîmes que l'essentiel. Nous ne regardâmes pas en arrière. Lorsque nous fermâmes la porte pour la dernière fois, l'air autour de nous était étrangement immobile. Mais je savais ce que cela signifiait. Nous ne partions pas parce que la ferme nous y autorisait. Nous partions parce qu'elle n'avait plus besoin de nous retenir. Elle avait déjà accompli son œuvre. Nous montâmes dans la camionnette et mon père démarra sans hésiter. Nous nous éloignâmes sans jeter un regard dans le rétroviseur. Mais plus nous nous éloignions, plus quelque chose changeait en moi. Ce n'était pas du soulagement, c'était un vide, comme si une partie de moi était restée là-bas. Comme si, même en quittant cet endroit, il ne me laisserait jamais vraiment partir. Jusqu'à aujourd'hui, la ferme est restée vide. Personne n'a osé y vivre depuis. Et bien que nous ayons essayé d'oublier ce qui s'est passé, certaines nuits, je fais encore ces rêves. Je revois la maison, la grange, le couloir plongé dans l'obscurité. Je revois les bottes devant la porte, je revois les dents dispersées sur la terre. Et, à la fenêtre, il est toujours là, attendant sa prochaine victime.